Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un update lecture. Dans cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur L'envol du phénix. Je vous dirai ce que j'ai pensé du troisième tome de la série Les Chroniques de Michaela Lane. Je vous ferai part de mon opinion sur le dernier Angie Thomas qui est Paré pour percer. On parlera aussi ensemble du tome 2 de la trilogie Grisha. Et pour finir, vu que j'ai terminé une nouvelle série, eh bien je vous dirai ce que j'ai pensé du troisième et dernier tome de la série The Generations. Alors le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est le premier tome de, je ne sais pas s'il s'agit d'une trilogie ou d'une série, mais en tout cas ça s'appelle L'envol du phénix et c'est écrit par Nikki Popreto. Ce livre m'a été envoyé en service presse par les éditions Lumen. Je n'avais pas demandé à le recevoir, je l'avais vu passer, mais j'avais pas mal de livres à lire au moment où il a été annoncé. Je me suis dit bon bah je vais passer mon tour pour ce livre-là. Et je l'ai quand même reçu dans ma boîte aux lettres, donc j'étais quand même très contente, il faut le dire, parce que c'est un récit de fantasy et parce que j'adore lire de la fantasy, donc je me suis dit allez pourquoi pas, d'autant qu'on nous parle de créatures mythiques qu'on croise finalement trop rarement dans nos lectures et qui sont les phénix. Pour vous résumer cette histoire, notre héroïne s'appelle Veronica. Elle a une sœur et depuis sa plus tendre enfance, elle a été bercée d'histoires sur les dresseuses de phénix. Il faut savoir que les phénix dans cet univers, c'est une créature qui ne court pas non plus les rues. Il y en a très très peu. Et Veronica rêve donc d'être dresseuse. Elle va trouver un endroit où il y a une espèce de formation qui est dispensée pour devenir dresseur de phénix. Sauf que cette formation est réservée aux garçons. Donc Veronica va se travestir en homme pour pouvoir intégrer cette formation-là. Et je vous en dirai pas plus concernant l'histoire parce que ça c'est juste une toute petite partie, étant donné que j'ai trouvé que le gros point fort de ce livre c'est son univers qui est extrêmement riche. Veronica c'est un personnage que j'ai vraiment apprécié suivre, elle m'a complètement séduite en tant que personnage principal. D'ailleurs je me suis tellement régalée dans cette lecture que je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je l'ai trouvée assez bien ficelé, les personnages sont top. En plus de Veronica, on va suivre deux autres personnages, deux autres garçons, assez fréquemment au cours du récit, qui tous les deux ne sont pas dénués d'intérêt. Si j'avais quand même un petit bémol à émettre, et qui justifie en fait ma note de 4 sur 5 et pas le fait que j'ai mis une note de 5 sur 5 par exemple, c'est quand même le fait que j'ai trouvé qu'il y a un certain nombre de longueurs au cours du récit, parce que l'auteur prend un malin plaisir à nous abreuver de considérations culturelles, de considérations historiques qui m'ont personnellement ennuyée. Voilà. Autre petit bémol, c'est que la romance a tendance à apparaître un peu trop tôt au cours du récit. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire d'inclure si tôt dans le récit un aspect romantique. J'ai pas été particulièrement convaincue en plus par les romances qui nous sont proposées. Si ça avait pu apparaître au cours du tome 2, ça aurait été bien. Vous voyez, là je trouve que c'est trop... ça se voit que l'auteur a vraiment envie de s'adresser à un public young adulte et qu'elle utilise en fait tous les codes du genre pour essayer de plaire au plus grand nombre. Mais voilà, du haut de mes 30 ans, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas dupe. Mais il n'empêche que c'est quand même un très bon récit et que je suis heureuse d'avoir fait cette découverte là et je serai au rendez-vous du coup pour la sortie du tome 2. Alors ensuite j'ai changé complètement de registre, je me suis plongée dans le troisième tome des aventures de Michaela Lane. Donc c'est la série Les Chroniques de Michaela Lane, écrite par Karen Marie Moning, sortie aux éditions J'ai lu. Et ce livre, vous m'avez inclus sa lecture dans le cadre de ma pile à lire printanière. Donc ça a été le tout premier livre de cette petite pile à lire à passer à la casserole. Là pour le coup, on est dans un registre d'urban fantasy. Et ce que je peux vous dire de l'histoire, si vous ne la connaissez pas, alors que c'est pourtant... Oui, j'ai envie de parler de classique parce que c'est une série qui est quand même super connue en matière d'urban fantasy. On va donc suivre Michaela qui va partir à Dublin dans le but d'élucider le meurtre sordide de sa sœur et ce faisant elle va découvrir qu'elle est une seer, c'est-à-dire qu'elle a le don de double vue, elle peut du coup voir, reconnaître les fae qui sont des créatures qui vivent en fait parmi les humains mais de manière invisible aux yeux de ces derniers. Et elle va travailler dans une librairie pour le compte de Baron, qui est un personnage assez sombre, assez torturé, assez mystérieux sur les bords, et qui va pas lui mener la vie facile, loin de là. Et en plus de ça, il se sert clairement d'elle et de ses pouvoirs pour arriver à ses fins
et pour remplir ses objectifs assez mystérieux, même encore au cours du tome 3. Alors j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, alors qu'en fait les failles ne sont pas du tout mes créatures fantastiques préférées, mais il faut quand même avouer que ce tome 3 est clairement en dessous des 2 autres selon moi. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. J'ai parfois décroché, je me suis parfois ennuyée au cours de ma lecture, je me suis parfois demandé où est-ce que l'auteur voulait en venir, et puis je commence à en avoir assez que Baron soit toujours aussi, comment dire, désagréable. Je peux comprendre qu'il puisse plaire à certaines personnes, à certaines lectrices, parce que c'est un personnage qui est quand même super charismatique, hein, il faut le dire. Voilà, il a du sex appeal, etc. Il sait ce qu'il veut, c'est vraiment le mâle dominant dans toute sa splendeur. Mais il traite aussi Mikaela comme de la merde, disons-le franchement, et elle, eh bien, elle a des petits sentiments pour lui et t'as juste envie de la secouer et de lui dire mais est-ce que tu te rends compte à quel point ce mec est imbuvable quand même? Est-ce que t'es juste maso ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Voilà, c'est tout ce côté-là qui m'a un petit peu agacée. J'y prêtais pas trop attention dans les 2 premiers tomes, mais là, j'ai vraiment trouvé que tout ça était franchement très exacerbé. Et puis voilà, la petite intrigue de ce tome-ci, elle est pas folichonne comparée aux autres. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je prendrai le temps de lire le tome 4, hein, très honnêtement. Mais en tout cas, voilà, ce sera fait un de ces 4 matins. Et je vous dis, la seule chose un petit peu dommage, c'est que j'ai moins accroché à ce tome-ci qu'au tome précédent. Alors, il y a 2 ans de ça, j'ai eu l'occasion de découvrir le premier roman, un roman phénomène écrit par l'auteur Angie Thomas, et sorti aux éditions Nathan. C'était le livre The Hate You Give, ou La haine qu'on donne en français. Et j'avais eu un coup de cœur pour ce livre-là, ça avait été vraiment une lecture très engagée, une lecture coup de poing qui m'avait vraiment marquée. J'ai même eu l'occasion de voir le film là cette année. Bon, j'ai trouvé l'adaptation relativement fidèle au récit, mais voilà, ça n'a pas été un film qui restera pour moi gravé dans mes annales personnelles en tout cas, au contraire du livre. Et c'est sûr que quand j'ai appris la sortie en début d'année du nouveau livre de cet auteur, eh bien j'ai tout de suite voulu le lire. Donc je remercie les éditions Nathan de m'avoir envoyé Parer pour percer, même s'ils l'ont envoyé à mon ancienne adresse et qu'il s'en est fallu de peu pour que je ne le récupère jamais. On va suivre une jeune fille, une adolescente qui s'appelle Brie, dont le père est décédé lorsqu'elle était enfant et qui vit toute seule avec sa mère et son grand frère. Donc ils vivent de manière assez pauvres, ils vivent dans les quartiers, ils n'ont pas un quotidien facile. En plus de ça, la mère de Brie va être très rapidement dans le récit au chômage. Et il faut savoir que la passion de Brie, depuis toujours, c'est le rap. Donc elle marche dans les traces de son père, même si elle déteste être comparée à lui, parce qu'elle a envie d'exister en tant que Brie à part entière et pas vivre continuellement dans l'ombre de son père et de ce qu'il a pu faire. Mais voilà, elle adore rapper et elle a envie de percer, elle a envie d'être connue, elle a envie de signer de gros contrats pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et le titre de ce récit, Parer pour percer, c'est tout simplement le titre qu'elle va donner à un morceau qui va la faire connaître et qui va justement changer un peu sa vie. Le seul problème, c'est que les propos qu'elle va tenir dans son morceau de rap vont être complètement déformés et sortis de leur contexte. Les premières pages, j'ai trouvé ça moyen, pour être transparente avec vous. Déjà, j'ai pas pu m'empêcher de le comparer à The Hate You Give. Clairement, ce livre est moins bon. Mais voilà, je vais pas lâcher l'affaire, j'ai poursuivi. Et puis plus j'avançais dans l'histoire, plus je la trouvais addictive, plus je la trouvais touchante, plus je la trouvais chouette. Et finalement, eh bien, globalement, j'ai passé un bon moment de lecture, tant et si bien que j'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre. Le point fort de cette histoire, ce sont vraiment les personnages, que ce soit Brie ou ses copains ou sa famille. Il y a un côté très très visuel dans la narration d'Angie Thomas que j'aime beaucoup. Même s'il faut s'habituer à son style d'écriture, à chaque fois il me faut toujours quelques pages pour m'y faire parce que, eh bien voilà, c'est pas, sans parler de langage soutenu ou quoi que ce soit, c'est même pas du langage courant, c'est du langage très familier, c'est le langage des quartiers, c'est de l'argot, c'est voilà, c'est tout un contexte, mais qui donne des accents de vérité finalement à ce récit-là. Je continuerai à suivre ses parutions parce que si à chaque fois je passe de bons moments comme ça, eh bien je suis preneuse. Après ça, je suis retournée du côté de ma pile à lire printanière, j'essaie de l'avancer finalement assez rapidement. Donc je me suis dirigée du côté de Grisha, donc c'est la trilogie de Lace Bardugo, sa toute première trilogie d'ailleurs.
et j'ai lu le tome 2, donc qui est sorti aux éditions Milan. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire à chaque fois que je me plonge dans un tome de Grisha que c'est moins bon et que c'est moins mature que Six of Crows. Pour vous résumer brièvement l'histoire, on va suivre notre héroïne qui s'appelle Alina, qui est orpheline, de même que son meilleur ami Mal. Et tous les deux vont intégrer au début du premier tome l'armée. Tous les deux, ils ont un pouvoir particulier. Mal, c'est un tracker hors pair. Il est capable de repérer n'importe quoi, n'importe où dans le monde. Quant à Alina, elle va se découvrir des pouvoirs de Grisha. Donc c'est des pouvoirs en gros de magicienne. Alors des Grisha, il y en a plein, mais des Grisha comme Alina, il n'y en a qu'une seule et c'est elle. Il y a un côté très addictif à cette histoire, hein. Ça a beau être écrit de manière finalement assez simple. Quand on met le nez dans ce bouquin, c'est assez difficile de s'arrêter au cours de sa lecture. Moi, j'avais toujours envie d'en savoir plus, je voulais savoir comment est-ce que ça allait se passer pour eux. L'auteur réussit toujours à maintenir éveillée notre attention par des révélations fracassantes, par l'introduction de personnages secondaires assez charismatiques. Enfin voilà, à chaque fois elle utilise plein de petits procédés différents, mais qui fait qu'on est dedans et qu'on est accroché et qu'on est bien dans cette histoire. J'ai vraiment trouvé que les personnages prenaient une belle envergure dans ce tome 2 comparé au tome 1. Donc ça m'a pleinement satisfaite parce que c'est vrai que le premier tome, je l'avais trouvé finalement assez banal, assez introductif. Assez vieillot aussi finalement dans son style, dans le sens où c'est de la fantaisie comme on n'en lit plus trop actuellement parce que voilà, c'est plus trop ce qui s'écrit. Mais j'ai pas vraiment eu cette impression dans le tome 2, voilà, je l'ai vraiment trouvé eh bien, supérieur en termes de qualité à tout point de vue. Donc j'ai passé un très très chouette moment de lecture et il me tarde maintenant de découvrir le tome 3 pour avoir le fin mot de cette histoire. Alors je vous ai parlé de lecture très très chouette depuis le début de cette vidéo. Malheureusement on va clairement baisser en termes de qualité avec le dernier livre dont je vais vous parler. Il s'agit de Alone, c'est le dernier tome de la trilogie de Scott Sigler qui s'appelle The Generations et qui a été édité il y a quelques années de cela par les éditions Humaines. Alors c'est une trilogie que je me suis achetée, c'est une trilogie de science-fiction, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Quant au tome 2, on changeait complètement d'univers et le charme était déjà un petit peu retombé, c'était plus le même enthousiasme au niveau de la lecture pour moi. Ce livre, je l'ai placé en début d'année dans ma petite pile à lire de ces derniers tomes de série trilogie qui sont en ma possession et que je souhaitais finir en 2020. Donc je suis contente quand même de l'avoir sorti de ma pile à lire parce qu'il aurait pu mariner encore je ne sais combien de temps. Maintenant je sais que c'est une trilogie que je ne souhaite pas garder et dont je me débarrasserai très certainement à la fin du confinement, que j'essaierai de revendre. Parce que je peux pas simplement m'arrêter au premier tome qui était dingue. Non, je peux pas occulter de mon esprit le tome 2 et alors surtout ce tome 3. Notre héroïne s'appelle M. Dans sa tête elle a 12 ans et elle va se réveiller enfermée dans un sarcophage avec le corps d'une jeune femme. Mais elle n'a absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé entre ses 12 ans et là où elle se réveille en tant qu'adulte. Elle va ouvrir le sarcophage et se retrouver en fait dans une pièce sombre dans laquelle il y a plein d'autres sarcophages similaires aux siens et quand elle va les ouvrir, elle va découvrir d'autres jeunes eh bien, du même âge qu'elle qui ont eux aussi des vêtements d'écoliers trop petits sur eux et qui eux aussi ont l'impression d'avoir 12 ans encore. Elle va prendre la tête de ce petit groupe et elle va se retrouver eh bien, enfermée à l'intérieur d'un drôle de labyrinthe. Voilà, donc ça commence comme ça, c'est super intriguant. Et puis voilà, de fil en aiguille, il va se passer plein de choses. Mais on est clairement dans un récit de science-fiction, eh bien, avec des histoires de vaisseaux spatiaux, avec des histoires de créatures monstrueuses, avec des histoires de planètes assez originales, etc. Alors j'ai mis la note de 1 sur 5 à ce livre. Pour vous dire, voilà, j'ai pas mis 0, mais franchement, il y a certains passages que j'ai lus en diagonale parce que mais je m'ennuyais en fait, je ne voyais pas le bout de ce livre. Alors ce qui m'a déplu, c'est que j'ai trouvé l'ensemble hyper brouillon. Certes, on a beaucoup d'action, donc on a l'impression d'avoir affaire à un récit dynamique, où ça bouge beaucoup, on a plein de choses à nous raconter, etc. Ok, mais sauf que toutes les scènes d'action, elles sont hyper brouillonnes, on a du mal à se les représenter dans la tête parce que ça part littéralement dans tous les sens. Et puis les personnages m'ont réellement tapé sur le système, hein. Ça commençait déjà à partir du tome 2, mais alors là, ça a été l'apothéose. J'ai vraiment pas aimé la tournure que prenait l'histoire, j'ai vraiment pas aimé la fin. Voilà,
ça a été la lecture pénible. Ma note s'en ressent et ma note, encore une fois, c'est un 1 sur 5. Et c'est avec ce livre que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et dont je vous ai parlé pour m'indiquer tout simplement ce que vous en avez pensé. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!